Bonjour Sylvain Laval. Bonjour. Vous co-présidez la commission transport et mobilité à l'AMF. On va faire un peu le point, notamment sur l'impact de la crise énergétique sur la question justement des transports. Est-ce que l'impact de l'explosion des prix de l'énergie a déjà un impact qui est mesurable sur les services de transport mis en œuvre dans les collectivités et dans les métropoles, pardon? Oui, tout à fait. On le ressent notamment sur nos factures énergétiques, c'est-à-dire sur les carburants, qu'ils soient fossiles ou électriques. On voit le coût du diesel qui a augmenté, le coût du gaz qui augmente très fortement. Et maintenant, nous sentons aussi les choses sur les factures d'électricité. Pour ceux qui ont des flottes électriques, il n'y a pas que les bus, il y a aussi les tramways, les métros. Donc les choses sont déjà compliquées et elles s'annoncent encore plus compliquées en 2023 puisque nous avons de par nos contrats des prévisions qui nous amènent des hausses extrêmement importantes et dont nous ne savons pas pour certains comment nous allons réussir à y faire face. Alors, par exemple, dans l'agglo de Grenoble-Alpes Métropole, vous pouvez nous donner des exemples chiffrés pour qu'on Oui, aujourd'hui visualise. sur la société de transport public, j'ai eu un chiffrage qui est posé à plus 13 millions d'euros d'augmentation de la facture énergétique en 2023. C'est une somme qu'à ce jour je ne sais pas absorber ni pour la société de transport ni pour ses actionnaires publics qui sont en difficulté dans la construction de leur budget. Ça veut dire danger sur les investissements, danger sur les embauches pour l'année prochaine? Oui, ça veut dire danger surtout, danger sur la pérennité du service parce que une société que nous n'arrivons pas à financer, ça pose des questions. Donc bien sûr, en cascade, derrière, c'est le service, c'est les investissements. Et puis ça pose aussi une question de base pour nos collectivités qui doivent présenter des budgets en équilibre. Et aujourd'hui, les paramètres dont nous disposons, à ce jour, ne nous permettent pas de boucler l'équilibre du budget. Donc c'est très inquiétant. Tout autre sujet, la mise en place des zones à faibles émissions, qui va devenir une obligation pour un certain nombre, là aussi, d'agglomérations. Elle suscite beaucoup de craintes chez les citoyens et aussi chez certains maires. Comment peut-on éviter, pour reprendre une expression souvent employée, que ces ZFE se transforment en zones à forte exclusion, puisque c'est quand même ça qui est redouté par les élus et par les citoyens? Oui, c'est effectivement tout l'enjeu. Je crois que tout le monde est préoccupé par la situation, préoccupé à la fois par la situation environnementale qui nous touche tous et sur laquelle nous devons apporter des réponses. Et pour autant, les réponses que nous apportons, elles doivent aussi s'adapter à des réalités concrètes de vie, d'effets aussi sur les populations dans une situation où le contexte économique et social n'est pas simple. Et effectivement, nous souhaitons éviter que ces zones deviennent des zones d'exclusion, à la fois en termes géographiques, entre ceux qui sont dans les zones, souvent dans les centres urbains, et ceux qui sont en dehors des zones, dans les périphéries, et aussi sur le plan social, que ce ne soit pas les plus modestes, les plus précaires qui soient exclus parce qu'ils auraient le moins de moyens pour pouvoir faire face et changer leur mobilité. Alors nous faisons ce que nous pouvons à notre échelle, celle des collectivités locales, c'est-à-dire que nous essayons d'apporter des réponses en termes de services alternatifs à la voiture individuelle, d'apporter le maximum d'aide possible, mais nous avons bien conscience que nos aides ne sont pas suffisantes pour tout remplacer. Et puis nous essayons de gérer le cadre réglementaire qui nous est proposé avec quelques souplesses, quelques dérogations, mais évidemment la ZFE est la loi et elle s'imposera et nous ne dérogeons pas à la loi. La question c'est comment nous nous y adaptons et comment nous amortissons au maximum l'effet pour nos populations. Un petit mot sur les finances. Le gouvernement a récemment assuré que le versement mobilité ne serait pas remis en question. Il semble donc être pérennisé. Est-ce que vous êtes complètement rassuré sur ce sujet qui est un sujet compliqué depuis des années? Oui, en tout cas, je ne peux que croire les déclarations qu'on a. Il n'y a pas de raison de ne pas faire confiance à ces déclarations quand on sait l'enjeu qu'il y a à l'échelle du pays. Le versement mobilité, aujourd'hui, est un élément essentiel pour contribuer au financement de nos transports publics. Et d'ailleurs, quand on discute avec les entreprises, ça ne fait pas partie des impôts qu'ils remettent en cause parce qu'ils savent que ça sert leurs salariés et que les besoins de mobilité ne vont faire que s'accroître dans les années qui viennent. Donc je crois que c'est un bon impôt. Il faut s'en féliciter. Le vrai débat que nous avons, c'est est-ce que cela suffit? Alors en tant que tel, ça ne suffit pas. Donc faut-il d'autres sources de financement? Faut-il augmenter ce prélèvement? Ça fait partie des éléments du débat. En tout état de cause, c'est une recette de qualité. Il faut qu'elle se maintienne et nous aurons besoin, bien entendu, de financements complémentaires. Une dernière question sur le transfert de la compétence mobilité aux communautés de communes qui s'est fait l'année dernière. Ça s'est fait de façon très différente en fait d'une région à l'autre. Il y a des régions où les communautés de communes ont massivement gardé la compétence et d'autres où elles l'ont massivement transférée aux régions. D'abord, comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Et deuxièmement, est-ce que vous pensez qu'il faut rebattre les cartes et redonner un délai supplémentaire parce que les choses n'ont pas été faites correctement? Alors ce que nous avons constaté, c'est que c'est tombé au plus mauvais moment et ça, ce n'est la faute à personne. C'est tombé au moment où nous étions en pleine crise sanitaire qui par définition ne pouvait pas être prévue, juste après les élections municipales où il fallait installer les équipes, gérer cette crise et c'était le délai qui avait été prévu bien avant pour répondre à la question de voulez-vous ou pas prendre la compétence mobilité. Donc vous pensez bien que de nombreuses équipes n'avaient pas le temps de gérer ce sujet-là, qu'il n'était pas prioritaire et
de fait, nous avons dû un peu le mettre de côté pour certains d'entre nous. Ça a été un véritable problème. Ensuite, le deuxième sujet que nous avons eu, c'est que cela est tombé aussi en plein débat des élections régionales. Et comme la région était intéressée par ce sujet, puisqu'elle était en capacité de prendre la compétence, évidemment, cela a un petit peu biaisé les échanges. Et donc, il y a eu un manque d'équilibre et d'objectivité sur cette question. Vous avez deux situations que nous avons pu observer. Une France plutôt du nord sur le plan géographique où la compétence mobilité a été plutôt prise par les intercommunalités parce que d'ailleurs c'est ce que les régions aussi ont poussé. Et puis inversement une France du sud où les régions ont souhaité à tout prix prendre cette compétence en dissuadant les intercommunalités de le faire et en jouant aussi des incitations financières en la matière. Donc en fait on s'aperçoit qu'il y a une distorsion à l'échelle du pays, que beaucoup de territoires n'ont pas eu le temps de s'approprier la question, n'ont pas pu la travailler suffisamment de manière approfondie et qu'il serait opportun effectivement de la rouvrir. Nous avons porté ce message auprès du gouvernement, il faut définir les conditions, le cadre, il ne faut pas forcément que ce soit quelque chose d'infini, mais en tout cas la question mérite d'être reposée, réouverte pour laisser la bonne solution à chacun et ce sera de toute façon une coopération entre l'échelon régional et l'échelon intercommunal. Il ne s'agit pas d'opposer les uns aux autres mais d'apporter les meilleures réponses possibles. Et le gouvernement ne semble pas fermé à cette proposition ? Il a semblé ouvert à y travailler avec nous, à y réfléchir. Il n'y a pas de réponse catégorique à ce stade, mais nous sommes heureux de constater que le dialogue sur ce sujet est ouvert.